Alexandre Zef, bonjour. Bonjour. Nous sommes au Célestin, sur le plateau de la Grande Salle, dans le décor de Que sur toi se lamente le tigre. C'est ton dernier spectacle. Alors je te tutoie parce qu'on m'a dit qu'au plateau on se tutoyait, par convention un peu pratique. Bon, la dernière interview que j'ai faite, la metteuse en scène m'a dit je connais pas cette coutume, mais est-ce que toi c'est ok pour toi? Oui, bien sûr. Oui. Super. Donc Que sur toi se lamente le tigre, ta dernière mise en scène est une adaptation du roman éponyme de Emilienne Malfatto. Ma première question, elle va être sur le pitch du spectacle. Tu le fais ou je le fais? Ah, vas-y, je te laisse le présenter, puis je rebondirai si je dois compléter, ok. peut-être. Alors, donc j'ai pu voir le spectacle lors de la première. Normalement, ça aurait dû être hier, mais des circonstances ont fait qu'on a dû reporter. Des circonstances dues à certaines petites maladies, donc on a tous les deux des voix un petit peu cassées. Absolument. Donc Que sur toi se lamente le tigre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va tomber enceinte. Ça se passe en Irak, c'est important. Et elle Dans la tombe campagne, en plus, dans une campagne. dans une campagne irakienne. Ouais. Ok. Un monde rural, ce qui est encore différent de ce qui se passe dans les villes. Ok. Et donc elle va tomber enceinte hors mariage. Alors ça se fait pas par hasard, elle était en couple, elle était amoureuse. Et je dis elle était puisqu'ils ont pris un petit peu d'avance sur le mariage et son homme va mourir dans un bombardement. Voilà. Et donc elle doit faire face au déshonneur d'être enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Et la pièce, le roman en tout cas, est une succession de monologues sur tous les membres de la famille et autour de la famille qui se retrouvent impliqués dans cette histoire puisqu'elle va devoir être exécutée. C'est ça, absolument. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en scène cette pièce? Alors, ce roman plutôt. Sa lecture, immédiatement, quand j'ai lu ce livre, ce roman, que j'ai découvert avant qu'il ait le prix Goncourt du premier roman, j'ai été totalement saisi déjà par cette histoire, par ce récit, qu'aujourd'hui, dans notre monde, une femme est tuée parce qu'elle porte la vie, à cause de tradition, uniquement de tradition, rien à voir avec autre chose. Et ça, pour moi, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. L'écriture d'Emilienne Malfatto, qu'elle a réussi en 85 pages à raconter ce récit, cette famille, dans un poème extrêmement ciselé, extrêmement intelligent, parce que subtil dans sa manière dont elle fait parler chaque protagoniste. Ce n'est pas manichéen, on comprend la complexité de chacun, de chaque position, des traditions qu'ils portent et dont ils essayent de se détacher malgré tout, et comment le frère qui doit tuer réagit face à ce qu'il pense être son devoir. Il le dit, il va mourir un peu en tuant. Donc cette complexité-là, je trouvais qu'elle était fascinante, et elle me semblait aussi une matière pour le travail que je propose depuis quelques spectacles, et notamment Tropique de la violence, qu'on a eu la chance de jouer également la saison dernière au Théâtre des Célestins, sur un travail transdisciplinaire, où la musique, le chant, la vidéo, la danse, l'installation plastique travaillent ensemble pour porter un récit. Et donc c'est vrai que ces monologues, alors entrecoupés, parfois adressés, que j'ai un petit peu modifiés par rapport au roman, permettent de développer justement un langage scénique un peu différent, pour construire une identité visuelle et esthétique au-delà du dialogue, et qui permet de travailler au-delà aussi même des mots eux-mêmes, c'est-à-dire d'être dans les creux de ce qui est dit entre les mots, autour du poème. Et c'est vrai que l'ensemble de ces éléments m'a conduit à vraiment me dire il faut que je monte ce texte et que je l'incarne, qu'on porte cette parole-là. Ok. Alors ce que tu viens de me dire, ça m'inspire deux questions. Premièrement, tu l'as dit, le roman est ciselé, il est très court,
il est efficace, puisqu'on a une suite de monologues, et c'est quasiment à chaque fois une page. Hein. Mhm. Et tu as choisi de faire une mise en scène, comme tu le dis, transdisciplinaire, qui est assez grandiose. Il y a de la vidéo, il y a de l'animation, il y a de la fumée, il y a de la danse, il y a du chant, il y a de la musique. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a peut-être un contraste important entre un texte très... je ne vais pas dire fin parce que ça sous-entendrait que ce que tu fais ne l'est pas, ce n'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a... Pourquoi avoir choisi un tel contraste? En fait, c'est parce que justement, je trouve que dans ce texte-là, il y a de la place, un peu comme ce que j'ai monté aussi avant avec Kofi Kwaoulé. Oui. C'est une matière qui effectivement est tellement condensée que j'estime qu'il y a de la place pour écrire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture et le récit qu'on porte, et il y a l'écriture de la scène qui peut, à mon sens, venir transcender, développer, aller au-delà même de l'écriture seule. Je n'ai pas fait le choix de, effectivement, porter le texte uniquement. On aurait pu faire ce choix-là, qui pourrait tout à fait être légitime, hein, d'avoir des douches et on n'entend que le texte, et ça se suffit en lui-même. Ça peut fonctionner. Mon travail, il n'est pas celui-là. Mon travail, il est de justement développer les possibilités autour d'un texte pour l'amener ailleurs que ce qui pourrait être en lecture directe. Mon travail, pour moi, c'est d'y amener une valeur ajoutée, en tous les cas de ce que moi j'estime être ajouté, pour l'agrandir et la déplacer, la déterritorialiser, d'une certaine façon, comme dirait Gilles Deleuze, c'est-à-dire le roman, c'est une chose, c'est une œuvre en soi. Le lecteur, il peut avoir cette intimité avec cette langue de l'écriture. Et moi, sur un plateau, je fais du spectacle. Le spectacle, pour moi, il y a évidemment cette notion de spectaculaire. Et ça, c'est quelque chose que je défends, notamment parce que dans des sujets qui sont complexes, sérieux, et qui pourraient aussi être rébarbatifs à première vue, notamment pour les jeunes. Mon envie, c'est de rendre une histoire sur le crime d'honneur en Irak accessible au plus grand nombre des spectateurs. Or, pour ça, j'utilise effectivement plein d'outils, plein de portes d'entrée dans le spectacle, pour qu'on arrive à rentrer tous ensemble dans ce récit et dans cette complexité. Parce que c'est très complexe, ce qu'on raconte. Et je trouve intéressant, justement, en gardant la complexité qui est de toute façon inhérente au texte et à ce qu'on raconte, et au récit, d'arriver à la porter d'un point de vue sensible et à embarquer le spectateur pour pouvoir qu'il l'éprouve au plus profond de lui et de lui donner des clés pour ça. Non, mais c'est chouette parce que c'est exactement la réflexion qu'on s'était fait avec plusieurs collègues en sortant. Où on s'était dit, ça c'est un spectacle qui peut plaire aux jeunes. Or, quand je dis jeunes, c'est quand même exigeant. Ça reste un spectacle exigeant. Et je trouvais ça très chouette parce que pour des personnes qui ont peut-être une idée du théâtre très classique, là on a quelque chose de résolument moderne. Et franchement, on passe un très bon moment. Hein. Je veux dire, ça passe très vite. Le spectacle fait 1h20. C'est ça. Ouais. Donc extrêmement efficace. Et ça, c'est important. Je veux dire, pour moi, en tout cas, c'est une démarche importante de savoir à qui on s'adresse quand on fait un spectacle. Tout à fait. Pour moi, c'est fondamental de s'adresser aussi à la jeunesse et aussi aux personnes qui sont plus âgées, évidemment. C'est d'avoir ces différentes couches. Mon souci, c'est ça, quand je crée une œuvre, c'est d'essayer de la communiquer au plus grand nombre. Ça, pour moi, en tout cas, c'est une mission que j'essaye de me donner. Donc je pense à celui, par exemple, ou à celle qui ne va jamais au théâtre. Pas seulement les jeunes aussi, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre. Et pour moi, c'est avant tout pour eux, j'ai envie de vous dire que je fais du théâtre. C'est aussi pour ceux qui n'ont pas forcément cette habitude, ou alors même qui ont un a priori sur ce qu'est le théâtre. Que ça ne s'adresse pas forcément à eux, que de toute façon, ils ne vont pas bien comprendre. Là, avec tous ces outils fusionnés, mélangés, je pense qu'il y a des endroits d'accès qui peuvent permettre justement de dépasser ces limites et ces a priori. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans ma démarche. Je comprends, et ça se ressent tout à fait sur le plateau. Je vais revenir sur ce que tu disais à propos de la mise en scène, et puisque c'est quelque chose que j'ai appris qui se dit, on dit qu'une pièce, c'est un texte à trous et que la mise en scène vient combler ces trous-là. C'est un peu ce que tu viens de me dire là.
Oui, alors trou, on peut, je sais pas, en tous les cas, c'est des creux, c'est des vagues. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, la mise en scène, l'écriture viennent sans souligner, évidemment, c'est pas l'idée, ce que le texte dit déjà, mais justement, complexifier, ou en tous les cas, amener d'autres éléments au-delà du texte pour pouvoir avoir un éclairage particulier. C'est-à-dire que c'est aussi une vision. C'est une vision subjective de l'œuvre d'Emilienne Malfato. Il y a, encore une fois, d'autres manières de raconter ce texte. C'est la mienne. Elle passe à travers moi et j'essaie de la transmettre au plus juste et au plus sincère de ce que moi je ressens de son roman et de comment j'ai envie que le spectateur, que les spectatrices soient accompagnés à l'intérieur de ce roman. Je vais faire un lien avec ton parcours, ce qu'on t'a pas totalement présenté. Donc tu es metteur en scène actuellement, mais tu viens du Conservatoire de Paris. Tu as été formé en tant que comédien, puis en tant que metteur en scène. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. En 2007, tu mets en scène 2 pièces de Harold Pinter, Célébration et Le Monde Plat. Alors c'est intéressant parce que Pinter, il est connu justement pour les non-dits et pour tout l'intérêt de ses textes sont dans ce qui n'est pas dit. Donc c'est cohérent avec ce que tu viens de nous raconter. Et puis, tu vas arrêter la mise en scène pendant 7 ans, où tu vas être comédien, réalisateur, puisque tu as fait un stage à la Fémis, tu es très intéressé par la vidéo, il me semble, tu as fait un documentaire au moins, peut-être des courts-métrages bien sûr, qui ont eu des prix. Tu es comédien aussi au cinéma. Et en 2014, tu lâches à nouveau tout ça et tu reprends la mise en scène. Alors, il y a une corrélation en 2014, l'État islamique proclame le califat. Je ne sais pas si tu le savais. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que voilà un metteur en scène qui est engagé politiquement, ton dernier spectacle, Tropique de la violence, c'est sur les conditions de vie à Mayotte, tu es allé sur place. Ce spectacle-là, c'est sur, je veux dire, c'est l'Irak, il y a l'État islamique qui met en place cette politique-là, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que quand on tombe enceinte hors mariage, on est menacé d'exécution. Tu es allé sur place aussi. Et donc, je me suis demandé s'il y avait une corrélation, un hasard, une coïncidence entre le fait qu'en 2014, tu reprennes la mise en scène de manière aussi engagée. En fait, je ne l'ai jamais vraiment quitté la mise en scène, le désir de mise en scène au théâtre, simplement. Après Célébration, j'ai mon parcours aussi d'acteur, effectivement, de JTN, qui m'a conduit et surtout la rencontre aussi avec la Fémis, où j'ai souhaité faire des films. Et donc, d'arriver à faire tout en même temps, c'était pas forcément... disons que j'ai fait des expériences. Okay. Voilà. J'ai fait des expériences, je me suis laissé porter aussi par mes désirs immédiats. Alors là, effectivement, à la fin du conservatoire, j'ai fait un film à la Fémis, un petit court-métrage qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, et donc j'ai été très encouragé à faire des films. Sauf que j'avais aucune notion véritable. Donc j'ai fait des expérimentations un peu par moi-même, en autoproduction, donc avec des qualités et puis des faiblesses qu'il peut y avoir dans ce type de projet-là. Et puis j'ai fait effectivement le JTN, et j'ai fait mon... Alors c'est quoi le JTN ? Jeune Théâtre National. Okay. Une fois qu'on a fini le conservatoire, en fait on est avantagé par rapport à d'autres parcours, parce que l'État prend en charge une partie de notre salaire, et donc les metteurs et les metteuses en scène peuvent engager des élèves sortants plus facilement, parce qu'on leur coûte moins cher. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Joël Joanneau, avec Georges Lavaudan, et j'ai aussi fait mes expériences, je dirais, de metteur en scène, de regard. Ça m'a permis aussi de regarder comment eux travaillaient sur des grosses productions comme celle-ci, comment on fait pour diriger presque 20 personnes. Donc ça m'a aussi beaucoup appris. Voilà, j'ai effectivement écrit des courts-métrages, fait un long-métrage documentaire Rencontre qui est sorti au cinéma. Voilà, je me suis un peu dispersé. Et le désir de mise en scène ne m'a jamais quitté, mais simplement, j'ai fait d'autres expériences qui me prenaient un temps fou. Okay. Le cinéma, ça prend... Le montage, j'ai passé 1 an et demi à monter un court-métrage. C'est toi qui fais le montage aussi ? Je faisais le montage avec un monteur.
mais au final, je voyais comment il montait, et du coup, je finissais par reprendre le projet avec moi et de continuer le montage à la maison, ce qui était donc fou, parce que là, j'ai passé beaucoup de temps. Mais ça m'a appris beaucoup aussi, et notamment pour la création, et notamment pour aujourd'hui le spectacle vivant, ou Tropique de la violence, justement, qui a été interrompu pendant le Covid, enfin, suspendu. J'avais fait une captation de dernier filage qu'on avait avant de la création, et j'ai retravaillé sur Final Cut le spectacle avant la création, et ce qui m'a fait gagner 20 minutes, par exemple, sur le spectacle, dans le montage, et ce qui, je pense, a été très bien pour le spectacle. Donc c'est vrai que c'est un langage qui m'est familier, dans lequel j'essaye de travailler et de construire. Là aussi, que sur Toi seul lamente le tigre, j'ai fait un storyboard avant de commencer les répétitions, parce que le temps de travail, on a eu 7 semaines pour créer ce spectacle qui est extrêmement technique et qui est très complexe, avec évidemment aussi des jeux d'acteurs importants. Il y a du chant, il y a de la musique live, enfin, il y a tout ça à mettre en place, ce qui m'a obligé quand même d'anticiper beaucoup la création. Avant, je ne pouvais pas tout inventer. En tout cas, les idées devaient être bien en amont, les répétitions. Donc ça a été à la fois la complexité de ce travail-là, et en même temps, mes expériences passées m'ont permis justement de développer une façon de travailler qui peut me permettre, dans 7 semaines, d'arriver à monter un spectacle aussi dense et complexe, avec tous les arts qui travaillent ensemble. Alors je fais une petite pause parce que on a une ambition un peu pédagogique aussi sur cette émission. 7 semaines de création, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est très peu pour un spectacle comme celui-là, c'est, je dirais, insuffisant. Mais après, c'est l'ambition que j'ai aussi, donc c'est après moi qui prends ces risques-là, hein. Mais c'est sûr que faut bien comprendre que rien que pour installer l'espace scénique, on a eu besoin juste pour le décor, hein, pour le mettre en place, pour faire marcher les mécanismes de l'avancée du tigre, de cet envol de cette soie la plus légère du monde, qui symbolise, qui joue le personnage, le fleuve, du tigre. C'est 2 semaines et demie de travail. Donc déjà, il faut en enlever 2 semaines et demie, rien que pour l'espace. Ensuite, il y a le travail de musique live, c'est une musique qui est entièrement composée par Grégory Dargent et Wassim Halal qui jouent sur scène. Donc il y a toute l'invention de la musique et des acteurs, avec les acteurs, puisque c'est une musique qui accompagne, au sens où qui travaille avec la langue, avec les chants. Donc il y a ce qu'on peut faire en dehors du plateau, ce qu'on a fait aussi, et puis après il faut le vérifier au plateau, et comme on le sait, ça reste du spectacle vivant. Une fois qu'on met tout ensemble, c'est là où le travail devient énorme, parce qu'il faut ajuster. Et comme c'est des gros éléments, c'est pas comme un petit bateau, un petit Zodiac. Si finalement on veut tourner, on veut aller à droite, bon on a les guidons, on va à droite, et puis voilà. Là, c'est comme un paquebot. Donc, si on veut aller un peu plus à droite, il faut prévenir un tel, qui prévient un tel, changer. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps pour infléchir la direction du projet. Et donc, ça prend. Voilà. Donc, ça, c'est la complexité de ce projet-là, de ce type de projet-là, où on doit courir pour arriver à incarner le rêve qu'on a. Donc, ça prend du temps. Et c'est vrai que ça fait partie des difficultés d'arriver à associer les moyens. Parce que ça, en fait, tout ça, c'est une question d'argent aussi, évidemment, hein. C'est le temps de travail et en même temps les rêves qu'on a, justement, de plateau. Moi, mon rêve, il est dense, il est spectaculaire, il est complexe, il joue avec plusieurs arts, et c'est ça que j'ai envie de faire. Okay. Donc, j'ai pas envie d'y renoncer, et en même temps, il y a une friction sur les moyens qu'on me donne pour pouvoir l'accomplir pleinement. Et du coup, le risque que je prends, parce qu'évidemment, faire avec beaucoup, si on n'arrive pas à aller au bout, on prend le risque. Du coup, ça ne fonctionne pas très bien parce qu'on n'est pas encore suffisamment rodé sur la globalité du spectacle. Pour autant, ça c'est mon choix. Je considère que je suis un chercheur aussi, que je fais des expérimentations, que j'essaye justement de cette idée de créolisation des arts, donc c'est-à-dire de cette... c'est Édouard Glissant qui a inventé ce terme de créolisation, qui parle de mélange en fait des langues. C'est le principe de la langue créole qui est créée par plusieurs langues et qui en crée une unique, mais riche de plein de langues différentes. Donc c'est un petit peu ça, moi, que j'essaye d'incarner sur un plateau. Cette créolisation des arts qu'on a appelé... la compagnie a gagné un appel à projet lancé par le ministère de la Culture pour justement faire cette recherche et écrire un ouvrage autour de cette pratique
transdisciplinaire qu'on a appelé trans-art, donc inspiré de la créolisation des arts, où justement on essaye de conceptualiser cette pratique du multiple, en fait, dans son essence même, dès le départ d'une création. Donc, comment on fait pour justement raconter une œuvre avec des éléments, des cultures différentes qui viennent créer de l'inattendu, de l'imprévisible. Moi, c'est ça mon travail. C'est ça que j'essaye d'inventer sur le plateau, c'est créer de l'imprévisible, c'est créer quelque chose qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais ressenti, en tous les cas, qui est différent de ce qu'on a pu, éprouver comme expérience en tant que spectateur. Donc j'essaye. Donc des fois ça marche et on invente quelque chose et ça c'est extrêmement jubilatoire. Et puis, parfois ça marche pas et parfois c'est. Et donc tout cet équilibrage, comme un chimiste, ou comme un cuisinier, d'arriver à ajuster cette recette complexe, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Tu as des exemples de choses que tu as essayées qui n'ont pas marché, par exemple ? Oui, certainement. J'imagine peut-être avec les tulles, puisque bon, ce qui n'est pas évident là, c'est qu'on va décrire un petit peu la scène. On a quand même un énorme bassin rempli d'eau, puis une scène surélevée à l'arrière, un tulle derrière lequel jouent les musiciens. C'est un cyclo. Un cyclo, pardon. Un cyclope, ouais. Et la possibilité d'avoir deux tulles qui descendent, sur lesquelles on fait de la projection. Exactement. Qui permettent de donner un effet 3D assez impressionnant. Oui, tout à fait. Oui, il y a plein de choses qui fonctionnent moins. À un moment donné, il y avait cette idée d'avoir une marionnette pour jouer ce personnage de Leïla qui a 8 ans. Ouais. Qui était animé par des fils. Or, au final, dans notre dispositif, on voyait plus ou moins trop que c'était une marionnette et ça racontait pas. Voilà. Mais ça, par exemple, ça nous a pris du temps, par exemple. Ne serait-ce que pour la mettre en place, pour essayer qu'on ne voit pas l'illusion que c'est une marionnette, etc. Si je compte en temps de travail, ça se trouve, ça nous a pris, sur 7 semaines, moins les 2 semaines et demie de décor, etc., ça nous a peut-être pris une journée. C'est énorme, une journée. Pour finalement une idée qui ne sera pas. Voilà, mais il faut bien essayer, parce que sinon, encore une fois, on va au plus simple, et donc on va à ce qui marche déjà. Et moi, c'est pas mon travail. C'est vrai que moi, ce que j'essaye, c'est de faire des choses qui marchent, mais qui n'ont pas forcément marché avant, ou en tout cas, qui n'ont pas forcément un historique. Donc c'est vrai que, à partir du moment où je veux faire de l'invention, ça prend du temps et puis je prends des risques. Mais pour moi, c'est le sens même de la création artistique. Sinon, moi, je ferais autre chose. S'il n'y avait pas d'enjeu de création, c'est-à-dire d'invention, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'est vrai que ça marche bien. Et puis, il y a beaucoup de points communs, en tout cas en mise en scène avec Tropique de la violence, où il y avait déjà de l'eau sur scène. Il y avait déjà ces effets de profondeur, ces tulles, la vidéo, l'animation. Et... Parce qu'il s'agit aussi pour moi par rapport à ça de développer un langage. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, pour moi dans mon travail, c'est de creuser aussi les éléments qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est quand on a trouvé par exemple ces histoires de tulle, avec cette profondeur de champ, là l'idée c'est pas forcément au prochain spectacle de faire quelque chose qui ne l'utiliserait pas du tout. D'accord, oui. Au contraire, ce qui m'intéresse c'est de développer ce langage-là pour justement le préciser, l'affiner, lui donner son ampleur maximale. Là pour le coup on a inventé un processus de profondeur, etc. avec ces tulles. Et du coup, comment on peut l'utiliser comme un langage possible pour la création artistique. Tu avais procédé comme ça aussi pour la trilogie de Kofi Kwaoulé, puisque j'ai vu les captations et il m'a semblé que c'était un peu le même dispositif de boîte. Alors, je raconte rapidement. C'est une trilogie où ça commence par jazz. Ça commence par Big Shoot. Ça commence par Big Shoot. Donc Big Shoot, on a quand même cette espèce de cabine dans laquelle un individu est assis avec un présentateur derrière lui. Cette cabine, on va la retrouver dans Jazz puisqu'elle simule un toilette. Et on va la retrouver aussi dans Blues Cat puisque ça rappelle, c'est un ascenseur. C'est ça. Voilà. Donc on est d'accord, c'est un peu le même dispositif que tu explores de plus en plus. Complètement. C'est un triptyque avec un élément central de la scénographie qui est effectivement une boîte toute petite de 1,50 m sur 2 mètres, qui effectivement change d'identité dans les 3 spectacles. Et là, disons que c'est ma rencontre avec cette idée du trans-art, c'est-à-dire du jazz, parce que ça vient aussi de cette pensée. Le jazz, c'est pareil, c'est une écriture une musique qui est
conçu avec des inspirations multiples. Et donc c'est aussi cette liberté-là d'improvisation avec l'inconnu et l'imprévisible et le multiple qui m'a donné aussi cette idée de travail transdisciplinaire. Donc jazz, Big Shoot, vraiment j'ai fait cette rencontre avec Kofi Kwaoulé qui m'a inspiré une vision de la mise en scène, une écriture de la mise en scène et aussi une vision du monde, bien sûr. Bah, c'est clair, parce Un que élargissement de l'imaginaire. tu vas chercher des textes. On n'est pas dans ce que l'homme fait de plus glorieux, hein, si je puis me permettre, puisque c'est voilà, je ne vais pas dire trash, mais c'est difficile. J'ai l'impression que tu es sensible à la part sombre qu'il y a dans l'humanité, puisque... C'est celle qui me semble être, pour moi en tous les cas, qui doit être révélée sur un plateau, puisque c'est celle qu'on cache. Et pour moi, l'art notamment, il est fait pour révéler ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne veut pas voir ou ce qu'on veut cacher dans notre monde. Donc oui, tout ce qui est tabou, tout ce qui est secret, tout ce qui est justement qu'on ne veut pas montrer, pour moi l'espace de la scène, c'est un moyen de justement le montrer et y réfléchir. Et cette violence dont tu parles, qui sont effectivement, j'ai envie de dire malheureusement, mais parce que c'est cette nécessité-là, parce que notre monde est tellement violent, traverse effectivement les créations d'abord, mais parce qu'il me semble que en tout cas, ma nécessité, elle vient moi, je crée parce qu'il y a injustice et que je veux et qu'il m'est nécessaire à un moment donné de la dévoiler, pour la comprendre et pour éventuellement participer à sa disparition. Donc oui, je suis touché par des textes où j'ai l'impression d'avoir une utilité au sens de prendre que le temps que je vais prendre moi, l'investissement que ça va demander, notamment vu que je fais du théâtre public, par l'État, donc par les impôts. Et les spectateurs et les spectatrices qui viendront voir, j'estime pour moi en tous les cas qu'il faut qu'on y trouve quelque chose qui nous grandisse, dans le sens qu'en tout cas qui nous permette de mieux appréhender notre monde et d'essayer de mieux y vivre. Donc j'essaye du coup de porter des textes, des auteurs, des autrices qui sont dans ce chemin-là, eux aussi, de dévoiler et d'essayer d'appréhender la complexité et la violence de notre monde pour pouvoir lutter. Alors ça m'intéresse aussi, puisque tes premières mises en scène, donc, ce sont des pièces de théâtre, donc Pinter, Kwaoulé, et d'un coup tu te tournes vers le roman. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi? Est-ce que ce sont les hasards des lectures? Et d'ailleurs, ces lectures, comment est-ce qu'elles te viennent? Est-ce que c'est ton entourage qui te dit « Tiens, tu devrais lire ça » Comment ça marche? Alors, vraiment, c'est parce que ma rencontre avec Kofi Kwaoulé, effectivement, a modifié un petit peu mon rapport au texte et à la mise en scène. C'est-à-dire que Kofi, ses pièces, c'est une matière qui doit être, et c'est ce qu'il demande, repensé ou retravaillé, en tout cas par celui qui le porte au plateau. Donc c'est une liberté qui est très différente, par exemple, d'une pièce de Pinter, qui a vraiment une écriture qui est déjà totalement... elle est déjà totalement fixée, et il faut justement rentrer à l'intérieur, dans les creux, mais je pense, en tous les cas, il y a un travail qui est déjà plein. Et c'est déjà là, quoi, en fait. Voilà, pour moi. Il y a déjà une vision qu'il faut effectivement porter, qu'on peut... bien sûr, il y a des variations, mais pour moi, le travail d'écriture est tellement déjà précis que... voilà, c'est pas le même travail de mise en scène. Dans l'écriture de Kofi Kwaoulé, lui, il écrit, il se dit, jazzman de l'écriture. Okay. Des fois, il écrit, il se relit même pas. Comment tu l'as rencontré? Par ses textes, puis après, je l'ai rencontré lui, humainement. Mais j'ai découvert son écriture à l'école il y a bien longtemps, au studio Théâtre d'Asnières. Et donc, voilà, c'est une matière pour moi, son écriture, qui n'est pas un objet fini en soi. C'est une matière qui doit être portée sur un plateau, qui doit être adaptée au plateau. Et donc cette adaptation, cette différence entre ce qu'on lit et ce qui va être sur le plateau, m'a conduit à aller chercher ensuite, parce que j'ai pris goût à ça, d'autres textes. Et c'est là où je suis passé au roman, parce qu'il y a encore un chemin encore plus grand entre ce qui est écrit
et qu'est-ce qu'on en fait pour que ça Tout à s'incarne fait. au plateau. Parce que tu es d'accord que les romans sont écrits pour être lus, alors que les pièces sont écrites pour être dites. C'est ça, Et ça fait Au quelque départ. chose de complètement différent, ça. tout à fait. Hmm. Et c'est pour ça que là, le travail que j'ai fait sur Tropique de la violence, celui avec que sur toi se lamente le tigre, eh bien, c'est un travail, comme on se le disait, de déterritorialisation, qui fait que j'ai vraiment tout un chemin pour arriver à transformer cette langue. Et du coup, c'est pour ça que l'utilisation d'autres arts me semble légitime et m'encourage en tous les cas dans cette direction, pour pouvoir incarner une langue qui est supposée être écrite et donc lue, soudain, portée par des corps, des voix, des langues. Donc cette transdisciplinarité, elle te permet de combler peut-être, enfin pas combler, mais en tout cas d'adapter ces textes qui sont faits pour être lus en choses qui sont faites pour être dites, voire être vues en fait. C'est ça, Ok. absolument. Comme tu le dis, il y a aussi donc, ce qui est porté par les voix et par les corps des comédiens, et il y a aussi les images qui sont créées autour de cette langue. Ça aussi, le théâtre, le spectacle vivant, permet aussi cette création-là, qui est au-delà du texte, qui est la création d'images que, en lisant, justement, on peut avoir, ou en incarnant cette langue, peut nous venir, et ça peut se transformer en image, ça peut se transformer en musique, ça peut se transformer en dessin, ça peut se transformer en plein d'éléments, et c'est ça que j'essaye de mettre en scène. Que sur toi se lamente le tigre, ça joue ici jusqu'à vendredi, je crois. Jusqu'à mercredi. Ouais. Ensuite, vous partez en tournée? Vous Oui. continuez la tournée? Après, on joue un mois, du 12 janvier au 11 février, au Théâtre de la Tempête à Paris. Ça, c'est un théâtre que tu connais bien. Alors, c'est un théâtre où j'ai fait mes premiers pas en tant qu'acteur. J'ai joué Ok. Roberto Zucco, effectivement, mis en scène par Pauline Bureau Ok. à l'époque. Oui. Et est-ce que tu as déjà un autre projet de mise en scène dans les tiroirs? Alors, j'ai des idées, effectivement, de désir de projets. Voilà. Mais pour l'instant, je reste vraiment concentré sur le tigre, parce qu'encore une fois, on est au début des représentations. Là, c'est notre 4e ou 5e représentation après la création. Donc, le travail continue. Encore une fois, on ajuste en fonction de la rencontre avec le public, parce que, encore une fois, le spectacle vivant, c'est aussi la rencontre avec le public. Et moi, je continue à travailler en fonction aussi de ce que je ressens, de la réception, de qu'est-ce qui fonctionne justement, et donc qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce qui fonctionne moins, comment du coup je peux orienter. Donc voilà, on est encore dans ce travail d'ajustement, d'affinage. Et comment il est reçu ce spectacle pour l'instant? Là, on a beaucoup de chance. C'est vrai qu'avec Tropique de la violence, on a eu aussi cette chance-là, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, les gens sont hyper enthousiastes et se lèvent pour les saluts, et ça fait vraiment extrêmement plaisir à toute l'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on dit facilement, mais là, en l'occurrence, sur un spectacle comme celui-là, c'est vraiment chaque personne de l'équipe est capitale pour le fonctionnement global du projet. Donc c'est vraiment 15 personnes qui, pendant 1h20, se donnent corps et âme pour faire fonctionner le spectacle. Donc c'est vrai que c'est une belle récompense, et c'est probablement la plus importante, c'est cette rencontre avec le public et cette chaleur, et je sens qu'il y a quelque chose qui est touché au cœur. Donc ça, c'est formidable. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. J'offre à chaque fois, c'est un cadeau, c'est personnel à mes invités. C'est un livre. Je te laisse le prendre et le découvrir. C'est un roman. Je me dis que tu l'as peut-être déjà lu. Non, je ne l'ai pas lu, mais on me l'a offert. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais, effectivement. Mais je l'ai pas eu encore je l'ai pas encore lu. Alors, c'est un livre de Colson Whitehead. Ouais. Qui a eu un prix, qui a eu le prix Alors, Pulitzer, je crois. effectivement, c'est l'un des rares auteurs à avoir eu 2 fois le prix Pulitzer, notamment pour celui-là, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Cottonhead. Ouais, Nickel Boys.
Oui, là, c'est C'est celui-là. Nickel Boys que Oui. je t'ai offert. Ouais, c'est ça. Qui est sur, c'est marqué en 4e de couverture, sur cette blessure sans doute irréparable aux États-Unis entre la communauté africaine et afro-américaine et les Américains, les colons en fait. Mm. Et je me suis dit que Oui, tout à c'était fait. des thématiques qui pouvaient t'intéresser. Bah, écoute, merci. On te l'a déjà Donc là, offert. donc c'est un signe, il faut vraiment que je le lise. Vraiment que je le lise. Bon, on ne sait pas, hein, peut-être que ça t'inspirera aussi une mise en scène. On sait pas. Ah bah écoute, je lirai. Écoute, Alexandre, je pense qu'on est en train d'arriver doucement à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais qu'on aborde, des questions que je ne t'ai pas forcément posées Pas spécifiquement, non, Il non. faut en profiter, hein, on a un temps long. Oui, Il y oui. a parfois des... Je sais que Non, tu es non. engagé, que tu as des choses à dire. Donc, Oui, bien sûr. Je pense que c'est important, en tout cas, je parlais de moyens de création et de temps aussi d'exploitation d'un spectacle. Je pense que il est important de laisser le temps aux créateurs, créatrices, d'avoir les moyens, les ambitions, et pas forcément de se dire on n'a pas le temps, on peut pas, et du coup il faut faire avec moins. Ça, c'est vrai que je me bats contre ça. C'est pour ça que je continue envers et contre tout à garder mon désir de faire avec beaucoup, parce que je trouve que c'est important de pouvoir donner les moyens, surtout en art, de pouvoir arriver à pouvoir aboutir des projets qui ont une complexité et de les laisser vivre suffisamment longtemps. Aujourd'hui, on le voit bien, hein, il y a un système de production qui est un peu, qui est très bancal, dans le sens où les projets vivent pas forcément. On crée et puis on passe au prochain. Et on nous dit, comme tu m'as posé la question, c'est quoi le prochain ? Ouais. Et ça, pour moi, c'est une vraie problématique parce que ça sous-entend qu'encore une fois, les projets, leur durée de vie, c'est on les crée et c'est terminé. Et, alors que c'est une œuvre vivante. Et comme tout être vivant, il a besoin d'expérimenter sa vie, donc son rapport au public, donc son rapport à sa matière organique, à ces éléments qui le constituent, et donc d'avoir le temps de se développer, de grandir, et pour trouver sa plénitude. Et ça, je pense qu'il faut vraiment modifier en fait la manière dont on pense la création pour pouvoir justement avoir cette temporalité-là où, comme le vin, comme les plats, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, les plats à cuisiner complexes, en fait, que ça prend du temps. Il faut qu'on... Je sais qu'on est dans une logique aujourd'hui, notre société nous pousse à ça. Ouais, mais ça va très on vite. peut lutter contre ça aussi. Hein. Et je pense... c'est-à-dire que c'est pas tant une lutte... Pour moi, c'est une nécessité. Si on veut continuer, ou en tout cas si on veut justement faire exister une ambition artistique qui ne soit pas juste portée sur un acteur ou une idée, où on va faire musique, voilà, un acteur avec de la musique, et c'est déjà beaucoup, et avec le temps qu'on a, voilà. Ça, moi, c'est vrai que j'ai envie, en tout cas j'espère pouvoir poursuivre et développer cette exigence complexe et ces moyens effectivement que demande cette exigence pour pouvoir aller inventer d'autres choses. Sinon, on sera condamné à, encore une fois, à faire quelque chose d'efficace justement, parce qu'il faut que ça marche tout de suite et il n'y a pas de temps après. Je pense que c'est très important d'être très vigilant à ça et de trouver des espaces de création qui le permettent, de donner les moyens à des jeunes créateurs, notamment créatrices, d'expérimenter et d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Encore une fois, pour moi, c'est la mission, notamment d'un artiste, c'est aussi d'inventer des nouvelles formes. Voilà, donc inventer des nouvelles formes, ça demande du temps, de l'argent, c'est très concret, et des prises de risques. Voilà, donc ça, il faut que... c'est important de pouvoir se le permettre et de le donner au plus grand nombre. Encore une fois, que les jeunes, notamment, puissent avoir ce temps d'expérimentation. Parce que sinon, il y a une pression
d'efficacité immédiate, sinon, hop, on passe au prochain. Oui, c'est un sujet intéressant parce que nos spectateurs, nos auditeurs ne se rendent pas forcément compte de la durée de vie d'un spectacle, en fait. Ils viennent, ils voient un spectacle, et puis après, ils se souviennent de l'avoir vu, mais que devient ce spectacle? Et on peut en parler un petit peu, puisqu'on a quand même un décor qui est grandiose. Vous allez le jouer 6 mois, 1 an, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ce décor, il est stocké quelque part, en espérant qu'il y ait une reprise? Oui, alors, là, nous, on a déjà beaucoup de chance, parce qu'effectivement, on le joue ici, on le joue ensuite 1 mois à Paris, Ouais. ensuite on a encore des dates. Ça, c'est en banlieue. beaucoup. Comment? Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est déjà énorme. Mhm. Ah bah oui, on a presque 50 dates pour une première saison, c'est énorme, Ok. déjà, bien sûr. Mais pour moi, en tout cas, encore une fois, ce n'est pas suffisant. Parce Ouais. qu'effectivement, comme tu le dis très justement, c'est aussi des moyens, on parle d'écologie. Ouais, un petit peu, ouais. Et c'est vrai que là, on réutilise beaucoup d'éléments, tu l'as dit tout à l'heure, de Tropique de la violence. Donc, Ouais. c'est aussi une démarche consciente de ma part de me dire, OK, on a développé cette esthétique-là. Est-ce que je peux continuer à me servir d'éléments? C'est ce que j'avais fait aussi avec Kofi Kwaoulé, d'éléments qui peuvent resservir tout en racontant une autre histoire, tout en développant, tout en, encore une fois, créant des nouvelles choses, des nouveaux éléments, mais avec certains éléments concrets, on peut peut-être les réutiliser de spectacle en spectacle. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une démarche. Mais en soi, la vie d'un spectacle, en tout cas s'il fonctionne, après si ça ne marche pas du tout et que c'est, bon, ça c'est encore autre chose, mais à partir du moment où il y a une adhésion avec le public et où il y a une demande de visibilité, je pense, fondamental aussi par rapport aux moyens que ça demande, à l'investissement, encore une fois, aussi mis dans les projets, qu'il est le temps de rencontrer le public, quoi. Parce que sinon, vraiment, c'est absurde. Ouais, Il y a un côté complètement fou Ouais, tout à fait. d'avoir une dépense Ouais. financière, énergétique, sensible, pour jouer 15 fois. C'est C'est-à-dire, ça, pour le coup, je trouve ça... moi, ça me met très mal à l'aise quand je vois justement certains projets qui n'ont pas le temps d'exister. Je trouve que c'est très triste et même contre-productif, en vérité, par rapport à ce que c'est que le spectacle vivant, quoi. Voilà, je pense que ça doit pouvoir avoir le temps d'exister et de vivre. Alexandre, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. C'était un plaisir de te rencontrer et de te connaître un peu plus, de connaître ton univers, tes motivations et ton engagement. Merci à fait toi plaisir. également. Voilà. Et bon courage pour la suite de la pièce et j'espère qu'on se reverra pour des prochains spectacles aussi. Avec plaisir. Merci Alexandre. beaucoup.